Salut la famille, profitez de ce moment de détente avec de charmantes histoires, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Pensez aussi à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela représente beaucoup pour nous. Installez-vous confortablement et appréciez le moment pendant que nous plongeons dans l'histoire. Maya James se tenait sur le trottoir glissant, la pluie collant sa simple robe à sa peau. Chaque respiration haletante qu'elle prenait lui semblait plus froide que la précédente alors que les derniers mots de Desmond Cole sifflaient à ses oreilles. « Tu portes malheur. J'ai trouvé quelqu'un qui est à la hauteur de mon ambition. » Il claqua la porte en fer, et son monde se brisa sous la tempête. Enceinte de 8 mois de jumeaux, elle serrait une petite valise dans ses mains tremblantes, chaque goutte de pluie la brûlant comme une trahison. Un taxi passa sans ralentir. L'enseigne au néon d'une épicerie ouverte 24 heures sur 24 clignotait au loin, mais elle n'osait pas s'y rendre. Au lieu de cela, engourdie et trempée, elle s'efforçait d'avancer le long des trottoirs boueux, se serrant dans ses bras pour cacher le gonflement de son ventre. « Je m'en fiche » murmura Maya au son rythmique de la pluie. Dans son esprit, des flashs de jours meilleurs se déroulaient, comment Desmond l'avait séduite avec de brillantes promesses d'amour et d'un avenir commun, comment il avait caressé ses cheveux pendant qu'elle esquissait des créations de robes sur leur table d'appartement exiguë. Mais maintenant, trempée et rejetée, elle se sentait plus petite que le parapluie cassé qu'elle serrait, ses baleines en métal tordu, inutiles face à l'averse. Elle erra jusqu'à ce que ses pieds trempés la conduisent à un refuge pour femmes miteux, son enseigne au néon clignotant, refuge Safaven, ouvert 24 heures sur 24. Sa main qui frappait était si froide qu'elle lui faisait mal. Une femme fatiguée vêtue d'une veste usée ouvrit l'œilleton et écarquilla les yeux à la vue du ventre gonflé de Maya et de son visage éclaboussé par la pluie. « S'il vous plaît » murmura Maya, la voix brisée. « Je n'ai nulle part où aller. » La femme, Denise, hésita, mesurant le désespoir de Maya. Puis elle souleva le loquet. « Entrez, ma petite. Vous pouvez rester cette nuit. » À l'intérieur, l'air était chaud mais vicié, sentant l'eau de javel et la chaleur des corps. Des rangées de lits étroits bordaient la pièce, et une douzaine de femmes observaient l'entrée de Maya avec des yeux curieux et sympathiques. Denise la guida vers une couchette dans le coin. « C'est la première fois que vous restez ici » demanda doucement Denise alors que Maya s'effondrait sur le matelas. Maya secoua la tête. « Mon petit ami. » Sa voix se brisa, et des larmes se mêlèrent à la pluie qui s'accrochait encore à ses cils. « Il m'a mise à la porte. » Denise hocha la tête avec une douce compréhension. La pluie ne durera pas éternellement. Et cette nuit non plus. Elle glissa une mèche de cheveux humides derrière l'oreille de Maya et lui offrit un petit thermos de son sac. Buvez ceci. C'est du cacao chaud. En sirotant le liquide fumant, Maya réalisa que même si Desmond pensait qu'il la détruisait, elle ne resterait pas à terre pour toujours. Quelque part au-delà de cette tempête se trouvait une promesse. La promesse de la survie, de la force, de la renaissance. Serrant son cacao et son cœur meurtri, elle se murmura « Je ne serai plus jamais aussi brisée ». Plus tard cette nuit-là, Maya était allongée sur le matelas fin, la tête reposant sur un oreiller usé. La pluie tambourinait sur le toit en tôle du refuge dans une cadence régulière et implacable qui faisait écho à son cœur battant. Elle ferma les yeux, et des souvenirs la ramenèrent en arrière, à la première fois qu'elle avait vu Desmond lors d'un gala de bienfaisance locale. Il était impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, ses yeux chauds quand il lui offrit son bras. Leur romance avait éclos comme le printemps, débordant de rires et de séances de création tard dans la nuit. Mais les saisons changent. Au cours de l'année écoulée, à mesure que l'entreprise de Desmond prospérait et que son statut social s'élevait, Maya devenait plus petite dans son monde. Il critiquait ses créations, les qualifiant d'amateuristes, se plaignait qu'elle passait trop de temps sur ses croquis, et chuchotait qu'une femme enceinte était un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Elle essaya de se faire plus petite, de se transformer en son idée de la perfection, de perdre le poids superflu, de modérer son style audacieux, de rire à ses blagues, même quand elle la blessait. Elle se redressa et déplia délicatement ses mains, inspectant ses jointures encore brutes d'avoir serré ce parapluie cassé. Ses baleines en métal perçaient le tissu à des angles déchiquetés, mais elle le gardait à ses côtés, un rappel qu'elle avait résisté à la tempête physiquement et émotionnellement. Avec un stylo et une serviette en papier froissé de la petite cuisine du refuge, elle esquissa la silhouette d'un manteau, une capuche volumineuse, une taille cintrée, un évasement spectaculaire rappelant un nuage d'orage tourbillonnant vers la lumière du soleil. « Ceci sera mon retour » murmura Maya, sentant des braises de détermination s'allumer dans sa poitrine.
Elle traça chaque coup de crayon avec des doigts tremblants, la serviette se froissant sous son toucher. Autour d'elle, d'autres femmes dormaient, leurs doux ronflements et leurs murmures occasionnels se mêlant au bruit de fond. Une toux sèche la sortit de ses pensées. Denise était assise sur la couchette au-dessus, calant un oreiller derrière son dos. « Maya, tu dessines encore ?» demanda-t-elle, la voix épaissie par l'endormissement. Maya cligna des yeux mais hocha la tête. « Je ne peux pas m'arrêter de penser à des créations. C'est tout ce que je sais. » Les yeux de Denise s'adoucirent sous la lumière tamisée. « Mieux vaut rêver que se noyer, ma petite. Les rêves exigent plus que des privilèges. Ils exigent du cran. » Maya se pencha en arrière, serrant la serviette contre elle. « J'ai du cran. » Denise sourit. « Et je sais que tu le montreras. Mais d'abord, repose-toi. Tu portes de vie en toi. Tu as besoin de force. » En se recouchant, Maya fixa le plafond, son cœur faisant écho à la confiance de Denise. Dehors, la pluie s'adoucit en un doux crépitement. Demain, elle commencerait ce qu'elle avait esquissé de mémoire et de désespoir, une nouvelle création alimentée par la trahison et l'espoir. L'aube arriva en rubans pâles et gris qui s'infiltrèrent à travers les fenêtres de style baroque. Maya se réveilla au son de Denise qui fredonnait doucement en attachant des boutons sur une veste rapiécée. Les 4 enfants de Denise s'éveillèrent dans une autre pièce, et de lointains cris de bébés flottaient à travers le couloir étroit du refuge. Maya laissa pendre ses jambes du côté de la couchette, ses pieds touchant le sol froid. Toujours désireuse d'un but au-delà de la survie, elle s'approcha de Denise. « Je veux aider, dit-elle, la voix pleine de résolution. Denise leva les yeux, la surprise vacillant dans ses yeux. « Aider comment ?» demanda-t-elle. Maya désigna la veste. « Je sais coudre. Quand j'étais plus jeune, je faisais des vêtements pour mes camarades de classe. Je me souviens comment réparer des coutures, remplacer des fermetures éclairs, tout ce dont vous avez besoin. » L'expression fatiguée de Denise s'adoucit en gratitude. « Tu ferais ça ?» Maya hocha la tête. « Je dois faire quelque chose de mes mains. Cela m'empêche de penser à lui. » À la mi-journée, Maya s'installa à une longue table pliante dans la salle commune, entourée de machines à coudre usées et de rouleaux colorés de tissu donné. Elle enfila une aiguille et commença à réparer le manteau d'hiver déchiré d'une femme, ses doigts travaillant avec fluidité malgré les cicatrices de négligence gravées sur ses poignets. Bientôt, sa détermination calme attira d'autres résidentes. Une femme, la Toya, planait à proximité, observant les doigts agiles de Maya glisser sur le tissu. « Tu es douée, dit-elle doucement, offrant une canette de fil. Maya cligna des yeux. « C'est juste. Une habitude, je suppose. » La Toya l'étudia. « Je n'ai jamais vu quelqu'un coudre avec une telle précision ici. » Les mots se répandirent rapidement. En quelques heures, la station de couture de Maya devint un havre de paix. Une adolescente enceinte, à peine âgée de 18 ans, apporta un chemisier de maternité déchiré. Denise déposa une pile de couvertures de bébé aux bords effilochés. Une femme âgée avait besoin qu'on remplace un bouton sur son cardigan. Chaque demande que Maya satisfaisait était comme une brique retirée de son lourd fardeau émotionnel. Quand le soir vint, une membre du personnel nommée Ruth s'approcha d'elle. « Maya, n'est-ce pas ? Certains bénévoles ont parlé de la façon dont vous avez aidé tout le monde ici. » Elle tapota un petit bloc-notes. « Nous aimerions vous appeler Diamant Brut. Ça vous dérangerait ?» Les joues de Maya rosirent. « J'essaie juste d'aider. » Ruth sourit. « Eh bien, votre générosité donne de l'espoir. Nous veillerons à ce que vous fassiez partie de notre liste de ressources pour tout travail de design ou de couture. » Cette nuit-là, Maya resta éveillée dans sa couchette, le bourdonnement des machines à coudre résonnant dans son esprit. Pour la première fois depuis que Desmond l'avait laissée sous cette pluie indifférente, elle sentit des fils de bus s'entrelacer dans son lendemain. Ces femmes, ces nouvelles sœurs de refuge, la recousaient autant qu'elles recousaient leurs vêtements. La première chute de neige de l'hiver recouvrit la ville de silence. Les flocons de neige flottaient comme des confettis fragiles, se déposant sur les toits et les tramways. Au refuge, les contractions de Maya commencèrent dans la lumière pâle de l'aube. Sa respiration venait par à-coups nets et déterminés. Denise se précipita à ses côtés alors que Maya serrait son ventre gonflé. « Denise, je pense qu'il est temps, » murmura Maya, la douleur gravée dans sa voix. Denise attrapa un sac d'hôpital à ses côtés. « Allez,
ma petite. Allons-y. Les rues étaient traîtresses alors qu'elle s'aventurait dans l'aube enneigée. Denise est là un taxi, les yeux du chauffeur s'écarquillant quand il vit le visage angoissé de Maya. À l'intérieur, Maya se mordit la lèvre, le froid s'infiltrant à travers sa robe humide. À l'entrée des urgences de l'hôpital, des infirmières la hissèrent sur un brancard. Denise lui serra la main alors que des médecins l'entouraient. Sous les lumières fluorescentes dures, la respiration de Maya se raccourcit, et la douleur brûla à travers son corps. Des heures passèrent dans un flou de blouses blanches et de mots rassurants. Maya ferma les yeux, les larmes se mêlant à la sueur, et se concentra sur une seule pensée, ses jumeaux. Quand elle sentit la première poussée suivie du cri de son fils, le soulagement l'inonda comme la lumière chaude du soleil perçant un nuage d'orage. Quelques minutes plus tard vint le gémissement de sa fille, Devi qu'elle avait fait naître. Denise se tenait près du berceau, emmaillotée, le visage rouge et parfait, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle les atteignait. Maya, pâle et épuisée, berça Kenny en premier, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. « Tu es forte, murmura Denise alors que Kiera s'accrochait aux doigts de Denise. Plus forte que quiconque que j'ai rencontré. Maya embrassa la tête douce de Kenny. Je vous ai promis un avenir à tous les deux. Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient de conviction. Peu importe le prix. Quand une infirmière lui offrit une simple couverture d'hôpital brodée de canards bleus et roses, Maya emmaillota ses jumeaux et ferma les yeux. Elle avait été jetée dans la tempête, mais maintenant, tenant les petits visages de ses enfants, elle sentit les premières lueurs de pouvoir et de but prendre racine. De retour au refuge, Maya était assise en tailleur sur le sol en linoléum, ses deux bébés blottis contre sa poitrine. Les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient mais lui permettaient de voir chaque point et chaque motif. Elle sortit des chutes de tissu données par un magasin de textile local, des imprimés en carats vifs, de la flanelle douce, des doublures en soie jetées. Chaque pièce contenait la promesse de la transformation. Elle découpa des triangles, des carrés et des trapèzes, à l'aide d'une petite paire de ciseaux empruntés à Denise. Avec un soin méticuleux, Maya confectionna des robes et des vestes miniatures pour Kenny et Kiera. De minuscules capuches, des manches de la taille d'une pinte, des ourlets pliés 3 fois pour la durabilité. Elle leur chuchota en cousant « Vous porterez les rêves de votre mère ». Une bénévole nommée Marisol s'arrêta dans l'embrasure de la porte, le téléphone à la main. « Votre travail est incroyable, dit-elle, prenant des photos avec des tapotements rapides. Maya leva les yeux et sourit. Avec modestie, pourtant sa poitrine se gonfla. « Je ne suis pas une professionnelle, marmonna-t-elle. Laissez-moi les partager, dit Marisol. Ces créations méritent un public. » En quelques minutes, la bénévole posta les images sur Instagram. Cette maman crée à partir de chutes. Pas de maison. Pas de mari. Que du cœur. Stormborn Fashion. Les commentaires affluèrent, cœur rouge, feu, inspiration. Elle est incroyable. Où peut-on acheter? Fidèle à elle-même, Maya ne put résister à la tentation de vérifier, mais son cœur tressaillit lorsqu'elle vit un DM d'une propriétaire de boutique originaire de Lagos nommée Nina. J'adore votre style. S'il vous plaît, parlons de la présentation de vos créations. Intéressée. Maya expira, l'espoir inondant sa poitrine. Elle montra le message à Denise. Dieu envoie des anges sous de nombreuses formes, dit Denise, brossant une mèche de cheveux égarés du visage de Maya. Si votre rêve est de créer, vous avez gagné cette chance. Les nuits de Maya devinrent un flou de découpe, d'épinglage et de couture. Chaque fois que les deux jumeaux faisaient la sieste, un miracle improbable, elle se dépêchait de terminer les commandes de vêtements de bébé pour les nouvelles résidentes. Chaque pièce terminée était comme une étape pour sortir des ombres troubles du refuge. Au crépuscule, pendant que Denise préparait le dîner dans la cuisine commune, Maya emballait des piles fragiles de vêtements dans un petit sac de voyage. Elle embrassa le front de ses enfants et murmura « Vous saurez pourquoi je me bats ». Alors que la neige étouffait le bruit de la ville à l'extérieur, Maya s'accrocha à la promesse de la bénévole. Une seule rencontre à la boutique de Nina pouvait tout changer. Par une matinée glaciale, Maya monta dans 2 bus. Kenny emmailloté sur son devant, Kiara attachée sur son dos, équilibrés comme 2 fardeaux d'espoir. Chaque personne assise à proximité la regardait 2 fois, une jeune mère très enceinte portant des bébés et un sac de voyage rempli de l'œuvre de sa vie. Elle gardait son regard fixé droit devant, refusant les regards de pitié. En arrivant à la boutique de Nina, un petit havre de paix vitré niché entre un café et un barbier, le cœur de Maya battait la chamade.
Nina la salua avec des yeux chaleureux et un blazer impeccable. Maya, bienvenue, dit Nina, son accent mélodieux comme du miel. Merci d'être venue. Elle la conduisit à une table de présentation dans un coin, déjà couverte de vêtements de bébé et de quelques prototypes de vestes que Maya avait réussi à terminer. Maya posa son sac de voyage, ses muscles d'épaule criant de douleur d'avoir porté Chiara toute la matinée. Nina ramassa un petit manteau imprimé en Cara et passa ses doigts le long des coutures. Ces points de couture, exquis. Qui vous a appris? Ma grand-mère, répondit Maya, souriant malgré son épuisement. Elle m'a transmis de nombreuses compétences avant de mourir. Nina posa le manteau à côté de 2 tenues assorties. Je pense que nous devrions commencer par une petite table ici. Appelons-la Emaya James Design. Je prendrai 50% des ventes pour l'espace et la promotion, mais je vous laisserai le contrôle créatif. Maya eut le souffle coupé. Merci. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Dehors, la façade vitrée de la boutique se réchauffait sous le soleil du matin, mais pour Maya, la lumière n'était rien comparée au feu qui s'allumait dans sa poitrine. Je vous montrerai que je ne vous décevrai pas. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, habillant Kenny et Chiara de ses créations miniatures, les installant dans une poussette. Elle passait ses journées derrière la petite table de la boutique de Nina, accueillant des clients curieux. Elle expliquait comment chaque point de couture était né de son voyage à travers la trahison et la survie. Les gens écoutaient et achetaient. 3 vestes, s'il vous plaît, dit une femme avec un rouge à lèvres corail vif un après-midi. Votre histoire, elle est époustouflante. Elle tendit la main et serra le bras de Maya. Continuez. À la fin de la semaine, Maya avait vendu tout son inventaire initial. Lorsqu'elle compta les gains, suffisants pour payer les matériaux et la garde d'enfants au refuge, ses yeux s'inondèrent de larmes. Même si ses mains tremblaient, elle sentit une fierté grandissante. Ce soir-là, Denise regarda Maya ramener les jumeaux à leur couchette. Tu y arrives, dit-elle, la voix nouée. Maya embrassa son front. Je fais ce que je dois faire. Je leur ai promis. Alors que Kenny et Chiara s'endormaient dans le creux de ses bras, Maya s'allongea à côté d'eux, épuisée mais électrisée. Elle pouvait presque goûter les possibilités qui fleurissaient au-delà des murs du refuge. Quelques semaines plus tard, Maya passa devant une vitrine où une télévision clignotante diffusait une émission. Au moment où elle reconnut le visage de Desmond Cole, son souffle se coupa. Il paraissait élégant dans un costume sur mesure, debout devant une scène polie, souriant à côté de Tasha Bryant. Tasha, lumineuse dans une robe de soirée rouge, drapait un bras affectueusement autour de la taille de Desmond. Il proclamait le lancement de sa nouvelle application de luxe, une application promettant de révolutionner le commerce électronique pour les designers émergents, ironiquement le même domaine dans lequel Maya avait du mal à prendre pied. Maya se figea, les souvenirs s'écrasant. Elle regarda Tasha glisser la main de Desmond dans la sienne. Son visage resta impassible, mais à l'intérieur, la douleur se tordait comme un couteau. Puis, un flash de reconnaissance, Tasha portait l'une des anciennes vestes sur mesure de Maya, une qu'elle avait laissée derrière elle quand Desmond l'avait mise à la porte. Le sang de Maya bouillit en réalisant que Tasha l'avait gardée, peut-être comme un gage de cruauté ou de sentimentalité. Elle frappa à la porte vitrée de la boutique et s'y engouffra, déterminée à gérer ses émotions avant de voir les jumeaux. Nina jeta un coup d'œil par-dessus la caisse. « Maya, ça va ?» demanda Nina, la voix douce. Maya s'arrêta, la main appuyée contre la porte vitrée fraîche. Elle expira lentement. « Desmond est à la télé, dit-elle, son ton aussi cassant que de la glace. Il lance une application, avec Tasha. » Nina alluma la télévision montée derrière la caisse. L'émission diffusait une publicité soignée montrant l'interface de l'application de Desmond, des logos tourbillonnants, des témoignages d'utilisateurs dithyrambiques. Puis il parla, cette plateforme vous donnera une visibilité comme jamais auparavant. Alors que Desmond terminait, Maya se détourna. Des larmes picotaient ses cils, mais elle refusa de les laisser couler. Elle se stabilisa contre un mannequin drapé dans l'une de ses plus récentes vestes, Stormborn, brodée subtilement sur une manche. En effet, la capuche ressemblait à un nuage gonflé sur le point de percer sous le soleil. Nina posa une main réconfortante sur l'épaule de Maya. « Il est hors de propos maintenant, chuchota Nina. Votre marque est ce qui compte. » Maya ferma les yeux. Elle imagina chaque femme au refuge qui avait admiré son travail, chaque client qui avait versé une larme à son histoire. Avec une détermination renouvelée, elle se redressa.
vous avez raison. Concentrons-nous sur la prochaine collection. Elle se lança dans des croquis tard dans la nuit, utilisant le succès télévisé de Desmond comme carburant. S'il pouvait exploiter sa création pour une publicité bon marché, elle l'éclipserait avec authenticité. Ce soir-là, quand Lily, une blogueuse de mode locale, entra en serrant son téléphone, elle poussa un cri. « Votre veste Stormborn ? Elle est en vogue. Quelqu'un vient de la taguer sous le hashtag WomenEmpowerment. » Elle montra à Maya un écran rempli de likes, de reposts et de commentaires louant le Storm de Maya sur les marques grand public. La poitrine de Maya se souleva. Elle se murmura, « Voyons qui durera le plus longtemps. » Alors que les lumières de la ville s'épanouissaient contre le ciel nocturne, Maya était assise derrière sa machine à coudre, calmant sa respiration. La rage et l'espoir s'entrechoquaient dans ses veines. La tempête qu'elle avait survécue était presque derrière elle. Bientôt, ce serait elle qui donnerait la météo. Un après-midi frisquet, une figure élégante entra dans la boutique de Nina. Monsieur Okwa, un investisseur nigérian à la retraite d'un goût impeccable. La tête haute, il portait un manteau de chameau sur mesure sur une chemise blanche impeccable, chaque manchette ornée de boutons en nacre. Quand il atteignit le présentoir Stormborn, il s'arrêta, ses yeux se plissant alors qu'il traçait la broderie avec son doigt. « Je dois vous féliciter, Madame James, dit-il, sa voix riche et délibérée. Votre savoir-faire est extraordinaire. » Maya s'essuya les mains sur un chiffon en s'approchant, ses doigts tremblants. Elle le reconnut de LinkedIn, un magnate de la technologie qui s'était tourné vers des entreprises philanthropiques. « Merci, monsieur, répondit-elle, baissant la tête respectueusement. « Je suis honoré. » Il leva son téléphone et lui montra une photo d'un article de magazine sur son écran, la prochaine entreprise de monsieur Okwa, investir dans les créateurs sous-représentés. En dessous, les photos de produits de sa collection Stormborn étaient mises en évidence. « Vous êtes ma prochaine cible, dit-il doucement. J'aimerais vous offrir un mentorat, un espace de travail et un capital de démarrage, suffisamment pour lancer une collection d'hiver complète. » Le cœur de Maya battait la chamade. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. » Ça change tout. Monsieur Okwa hocha la tête. « Appelez-moi quand vous serez prête. J'attends quelque chose de remarquable, quelque chose qui parle de douleur, de résilience et de triomphe. » Il plaça une carte de visite élégante dans sa main. « L'emplacement du studio est sur cette carte. Demain matin, venez à 9h. » Cette nuit-là, Maya faisait les 100 pas dans son petit coin du refuge, sa casquette de style nat tirée bas sur ses yeux. Elle serrait la carte de monsieur Okwa comme si c'était une bouée de sauvetage. Denis se glissa dans la couchette à côté d'elle. « Tu as trouvé un investisseur, hein ?» Maya hocha la tête, la voix tremblante. « Il veut une collection d'hiver, quelque chose de grand. » Le visage de Denis s'illumina. « Tu l'as mérité. Je savais que ton travail atteindrait les bonnes personnes. » Maya la serra fort dans ses bras, des larmes de gratitude s'échappant. « J'espère juste que je pourrai créer quelque chose qui soit à la hauteur de sa confiance. » Avant l'aube, le carnet de croquis de Maya était ouvert sur la table, Stormborn partie 2. Elle esquissa de longs manteaux avec des traînes majestueuses, des capuches doublées de fourrure, une broderie Storm Stitched qui s'enroulait le long des manches. Chaque croquis dégageait une puissance s'élevant de l'adversité, des vagues s'écrasant dans la lumière. Quand elle entra dans la matinée fraîche du studio de monsieur Okwa, un entrepôt converti avec des fenêtres du sol au plafond, elle sentit l'électricité dans l'air. Il la salua d'un hochement de tête et la conduisit à une rangée de tables de coupe et à une petite équipe de couturières. « J'ai tout arrangé pour que vous travailliez ici à temps plein, dit-il. Utilisez tout ce dont vous avez besoin. J'ai confiance en votre vision. » Alors que Maya s'enfonçait dans une chaise, du tissu à motif de kimono empilé autour d'elle. Elle réalisa que son chemin avait irrévocablement changé. Dans cet espace lumineux et brut, avec la confiance de monsieur Okwa derrière elle, elle créerait un retour si éblouissant que le départ orageux de Desmond ne serait qu'une note de bas de page dans sa saga. Le studio bourdonnait d'activité. Les couturières mesuraient, épinglaient et coupaient le tissu, les stagiaires organisaient des échantillons, un photographe prenait des images des prototypes de Maya. Maya était assise à une grande table en chêne, penchée sur son carnet de croquis. Ses doigts volaient alors qu'elle traduisait des idées en blocs de patron. Les heures se fondirent dans les nuits, la seule constante étant le doux bourdonnement de sa machine à coudre. Denise gardait les jumeaux 3 jours par semaine, permettant à Maya de se concentrer à temps plein.
Quand elle rentrait chez elle, Maya partageait un dîner rapide, ramen et légumes verts cuits à la vapeur, dans le coin cuisine exigu. Ensuite, des lumières illuminaient le studio bien après minuit pendant que Maya et sa petite équipe travaillaient. Et si on mettait de la broderie et Storm Stitched le long de la manche, demanda-t-elle à Femi, un maître brodeur que M. Okwa avait recruté. Femi trempa son aiguille dans un fil métallique foncé et commença à coudre un motif tourbillonnant qui ressemblait à des éclairs crépitants sur la soie. Ça a besoin de feu sous les poings, dit-il, la langue juste derrière les dents. Le fil doit refléter la lumière différemment selon l'angle, comme si vous étiez pris entre la nuit et l'aube. Maya regarda le fil métallique capter les lumières du studio, projetant des micro-étincelles sur le tissu noir. Oui, murmura-t-elle. Comme survivre à une tempête. Alors que la collection prenait forme, des capuches doublées de fausses fourrures écologiques, des extérieurs de manteaux ressemblant à des nuages roulants, et l'insigne Stormborn signature brodée au-dessus de l'ourlet. Maya sentit que chaque pièce portait le poids de son voyage, une femme enceinte abandonnée, une mère célibataire jetée dans l'adversité, une designer en herbe s'élevant des cendres. Un après-midi, Monsieur Okwa entra, ses pas silencieux sur le sol en béton poli. « Montrez-moi, dit-il, la voie mesurée. » Maya le guida à travers des rangées de mannequins drapés de prototypes. Il toucha le col d'un manteau bleu nuit. « Racontez-moi l'histoire, l'incita-t-il. » Maya narra, sa voix tremblante d'émotion, comment elle avait esquissé la première création sur une serviette en papier sous un parapluie cassé, comment le premier souffle de Kenny et Kira l'avaient incité à créer, comment le refuge de Denise lui avait sauvé la vie, comment la boutique de Nina avait offert une lueur d'espoir, comment elle avait versé chaque once de douleur dans chaque couture. Monsieur Okwa écouta, les yeux brillants. Puis il plaça sa main sur la sienne. Ce n'est pas juste de la mode, c'est un manifeste. Vous ne faites pas de vêtements, vous faites des déclarations. La poitrine de Maya se gonfla. Elle avait trouvé sa voie, et bientôt le monde l'entendrait. Des mois plus tard, un défilé privé l'attendait dans un loft réaffecté du centre-ville. Des fenêtres du sol au plafond révélaient la ligne d'horizon de Lagos scintillante comme des constellations. Des stylistes s'affairaient autour des mannequins, ajustant les cols, lissant les ourlets et épinglant les cheveux. Des photographes s'agglutinaient autour d'une plateforme surélevée. Là se tenait Maya, l'architecte de Stormborn, serrant la main de Denise et regardant ses collègues préparer ses créations pour leur première. Les lumières s'éteignirent, et un silence s'installa sur la foule, presse locale, influenceurs de mode et clientèle triée sur le volet. Le silence se transforma ensuite en applaudissements alors que la première mannequin, une grande femme drapée dans un manteau gris minuit, s'avança sur le podium. La capuche du manteau, brodée de fils métalliques tourbillonnants, encadrait son visage comme une éclipse, d'une beauté envoûtante. Des lumières subtiles sous le podium illuminaient l'insigne Stormborn, le faisant briller comme des braises incandescentes. À mesure que chaque mannequin glissait, le public haletait. Un manteau jusqu'aux genoux en bleu ardoise comportait des manches amovibles et une jupe superposée qui s'évasait comme un vent turbulent. Une veste en faux cuir blanc, bordée de passepoils bleus électriques, suggérait un trottoir glissant sous les lumières de la ville. Chaque point de couture racontait une histoire de triomphe sur le désespoir. En coulisses, Maya serra les épaules de Denise. « Regarde comment ils réagissent, chuchota-t-elle. Denise hocha la tête, des larmes brillant. « Maya, tu l'as fait. » Juste à ce moment-là, un grand écran plat derrière le podium s'alluma, affichant le visage de Tasha Bryant, une diffusion en direct, le buzz des médias sociaux s'accumulant. Tasha regardait depuis un lieu distant, ses lèvres pressées en une ligne fine. Chez lui, Desmond se tenait à ses côtés, son expression illisible alors que les notifications inondaient son téléphone. Il tapota l'écran, Stormborn surpasse leurs prévisions de part de marché de 2 cents%. Les investisseurs exigent une expansion. Sur le podium, le dernier look émergea, un manteau long jusqu'au sol de charbon de bois profond, une capuche doublée de fausses fourrures argentées. Le mannequin émergea en berçant deux poupées emmaillotées, représentant les jumeaux, à la demande de Maya. Alors que les visages de poupées se fondaient dans les plis du manteau, le public éclata en applaudissements. Des larmes coulèrent sur les joues de Maya alors qu'elle s'avançait sur le podium, les jumeaux dans ses bras, Denise à ses côtés. « Ceci est notre tempête, et notre éclat, dit Maya dans le microphone. En haut, le ciel nocturne était ponctué d'éclairs et d'un lointain grondement. En bas, à l'intérieur de ce loft, les créations de Maya transcendaient les simples vêtements. Elles étaient une armure forgée dans l'adversité, signalant au monde qu'elle était plus que de la simple survie. Elle était inarrêtable.
Tard ce soir-là, alors que Maya était assise dans son studio à organiser les commandes, un coup ferme résonna à travers l'espace vide. Son cœur papillonna. Elle n'attendait pas de compagnie. Elle ouvrit la porte à cadre en acier pour trouver Desmond debout dans un manteau sombre, la pluie dégoulinant une fois de plus de son col. Un miroir de la nuit où il l'avait abandonné. Maya, commença-t-il, la voix tendue. Maya recula, serrant Kenny contre elle et pressant Kira contre sa poitrine. Que fais-tu ici? Sa voix était calme mais contenait une sous-jacente d'acier. Les yeux de Desmond se posèrent sur les jumeaux. J'ai regretté ce que nous avions, lança-t-il. Je vois que tu as fait quelque chose de toi-même. Mais sans moi, tu n'aurais pas la motivation. La motivation. Maya le coupa. Tu m'as laissé sous la pluie, Desmond. Je n'avais pas besoin de toi à l'époque, et je n'ai pas besoin de toi maintenant. La mâchoire de Desmond se serra. Tu brilles parce que tu n'as jamais connu le succès sans que je te l'apprenne. Le rire de Maya était aussi cassant que de la glace. Tu ne m'as rien appris, sauf comment être jeté. Tout ce que j'ai, mon talent, ma motivation, vient de moi. J'ai survécu à la tempête que tu as créée. Il fit un pas en avant. Le désespoir gravé sur son visage. Ne pouvons-nous pas parler? Maya ferma la porte doucement mais fermement, s'appuyant contre le métal frais. Elle pressa son front contre le cadre de la porte. Reste dans ta tempête, Desmond. Je ne regarde pas en arrière. À l'intérieur, Maya sentit les vibrations de la porte s'estomper lentement. Elle expira, plaça ses enfants sur une chaise en velours moelleux, un cadeau précoce de Nina, et brossa une mèche de cheveux égarés du visage de Maya. Elle toucha les murs de verre du studio où les prototypes Stormborn pendaient comme des bannières de victoire. Dans le verre réfléchi, Maya vit une femme renaître. Féroce, confiante, intouchable. Elle ramassa un rouleau de tissu bleu nuit et le tint contre sa poitrine. Dehors, la pluie reprit son doux crépitement. Maya alluma sa machine à coudre, chaque bourdonnement un pas de plus vers demain, un demain où son passé serait un conte d'avertissement plutôt qu'une prison. Une semaine après le défilé, des murmures se répandirent. La mère de Maya, Madame Adele James, avec qui elle était en froid, assisterait à un gala de charité de haut niveau où Maya avait été invitée en tant qu'invitée d'honneur. Maya n'avait pas vu Adele depuis 6 ans. 6 années marquées par des larmes amères et des ressentiments tacites. Adele avait désapprouvé la décision de Maya d'abandonner ses études de droit au profit du design. Au lieu de soutenir sa fille, elle avait rompu les liens, qualifiant le rêve de Maya d'impraticable. Le soir du gala, une grande salle de bal baignée de lustre en cristal. Maya arriva portant Kenny et Kira dans des vestes Stormborn miniatures assorties. Des caméras flashèrent alors qu'elle entrait, mais au milieu de la foule, elle vit une figure familière dans une élégante robe de dentelle, ses cheveux parsemés d'argent balayés en un chignon. La main d'Adèle trembla alors qu'elle ajustait un collier de perles. Le cœur de Maya battait la chamade. Elle s'approcha lentement, ses genoux menaçant de se dérober. « Mère, dit-elle doucement. » Le souffle d'Adèle se coupa. « Maya. » Sa voix était étranglée, les yeux remplis de larmes. « Tu as l'air radieuse. » Maya déglutit. « Je pourrais en dire autant de vous. » Adèle tendit la main, plaçant une main hésitante sur le bras de Maya. « J'ai suivi ton parcours, admit Adèle, des larmes brillantes. J'ai eu tort de te tourner le dos. J'étais tellement concentré sur ce que je pensais être le mieux. » La gorge de Maya se serra. « J'avais besoin de vous quand j'étais enceinte et seule. » Adèle ferma les yeux, la douleur gravée sur son visage. « Je sais. Et je suis désolé. En te voyant ce soir, avec tes enfants, ton succès, j'ai réalisé qui j'avais perdu. » Kenny tira sur l'ourlet de Maya, cherchant sa main. Maya le souleva, pressant sa joue contre la sienne. « Je vous pardonne, mère. J'ai dû trouver mon propre chemin. Mais maintenant, nous pouvons essayer à nouveau. » Adèle hocha la tête, des sanglots doux secouant ses épaules. « J'aimerais ça. » À l'intérieur, les spectateurs s'arrêtèrent pour assister à la réunion. Une jeune designer à la peau foncée se tenant droite à côté de sa mère dont elle était en froid. Un photographe captura le moment. Le doux sourire de Maya alors qu'Adèle pressait un baiser sur la tête des jumeaux. Dans ce geste de pardon, Maya sentit une encre sous elle. Une fondation émotionnelle qu'elle avait tant désirée.
Les excuses d'Adèle étaient un cadeau, mais le pardon de Maya était son propre choix. Alors que le quatuor à cordes du gala jouait doucement, la mère et la fille se tenaient l'une à l'autre, tissant leur relation fracturée en une nouvelle tapisserie. Une tapisserie qui parlait de compréhension, d'acceptation et d'espoir. Cet après-midi-là, Maya était assise à son bureau dans le studio, passant en revue la couverture médiatique de son défilé. Soudain, un buzz retentit sur son téléphone, une notification du compte de Tasha sur les réseaux sociaux. Tasha avait posté une vidéo se moquant des débuts de Maya au refuge, l'appelant « la reine des vêtements de seconde main » dans une légende dégoulinant de fausses sympathies. Les commentaires affluèrent, certains avec des émojis rieurs, d'autres exigeant que Maya efface ce chapitre. La poitrine de Maya se serra alors que le ressentiment s'enflammait. Mais plutôt que de battre en retraite, elle tapota le bouton d'enregistrement sur son téléphone et commença à parler du cœur. « Bonjour à tous. Je suis Maya Storm. Il y a 2 ans, je me tenais sous une pluie battante, enceinte de 8 mois, sans nulle part où aller. Certains m'ont appelé un mauvais sort. D'autres m'ont plainte. Mais aujourd'hui, je veux que vous voyiez plus que les moments forts d'Instagram. Je veux que vous voyiez la lutte, les nuits passées à coudre à la lueur d'une bougie, les mains qui ont réparé mes vêtements quand il ne m'en restait plus, les sœurs du refuge qui m'ont rappelé ma valeur. Mon histoire n'est pas une question de honte, c'est une question de dignité. C'est une question de créer des opportunités quand le monde vous dit qu'il n'y en a pas. » Elle fit une pause, serrant Kenny et Kira contre elle alors qu'ils étaient assis sur ses genoux. Les jumeaux gazouillèrent comme s'ils comprenaient la ferveur de leur mère. Secouant une larme, Maya continua. « À ceux qui me ridiculisent, sachez ceci, j'ai embrassé mon passé pour pouvoir le transformer. Si vous me jugez pour d'où je viens, vous manquez tout ce que j'ai construit depuis. Ce n'est pas un appel à la pitié, c'est la preuve que la force peut germer de l'adversité. Je suis debout dans le Stormborn parce que j'ai survécu à la tempête. » Elle sourit. « Et je ne fais que commencer. » Maya posta la vidéo. En quelques minutes, les notifications explosèrent. Des likes, des partages, des commentaires louant son courage. En soirée, la vidéo avait amassé 12 millions de vues. Des célébrités la retweetaient, y compris une grande actrice de Nollywood qui commenta « C'est de la vraie force. » Dignity not charity. Les hashtags étaient en vogue sur plusieurs plateformes. Pendant ce temps, le refuge qui avait autrefois bercé le désespoir de Maya débordait de dons. Les gens envoyaient des vêtements, des fournitures pour bébés et des fonds. Diamant Brut devint une campagne de collecte de fonds pour fournir des machines à coudre, des soins prénataux et une formation professionnelle aux résidentes du refuge. Denise appela Maya, la voix nouée de fierté. « Tu as donné de l'espoir à ces femmes. » Maya ferma les yeux, des larmes de gratitude s'échappant. Elle avait pris la cruelle raillerie de Tasha et l'avait transformée en un cri de ralliement. Dignité, pas charité. À ce moment-là, sa marque transcendait la mode. Elle devint un mouvement. Armée d'un nouvel élan et du soutien de Monsieur Okwa, Maya lança officiellement sa marque de mode, Maya Storm. Le studio bourdonnait de vie, d'anciennes résidentes du refuge travaillant sur des machines à coudre, concevant des patrons et emballant des commandes. Denise supervisait le coin de la garderie pour les jumeaux, où les enfants jouaient sous des fanions colorés. Maya écrivit son manifeste de marque sur un tableau blanc en lettres grasses. L'autonomisation par l'élégance. La résilience par le design. L'équité par l'opportunité. En dessous, une liste d'initiatives. Embaucher dans les refuges, utiliser des matériaux durables, reverser une partie des bénéfices à l'éducation des femmes. Chaque matin, Maya rassemblait son petit personnel, des femmes qui avaient autrefois été allongées sur des nattes fines dans le refuge. Elle les accueillait avec « Bonjour, équipe Stormborn. Allons coudre des histoires de force aujourd'hui. » Leur sourire et le hochement de tête avide la motivaient. Sur les marchés locaux, les imperméables et les vestes Maya Storm se vendaient en quelques heures. La boutique de Nina agrandit la table pour en faire un présentoir complet dans un coin, avec des mannequins drapés dans ses manteaux signature. Les commandes en ligne affluaient de Lagos, Abuja et même de Londres. Les rédacteurs de mode se bousculaient pour la femme qui a transformé la survie en style. De retour au studio, Maya collabora avec un ancien monteur YouTube pour créer un court documentaire, Du refuge à la ligne d'horizon. Il retraçait son parcours, la nuit sous la pluie, la gentillesse de Denise, la naissance de Kenny et Kiera, la vidéo virale et le triomphe du défilé. Elle incluait des interviews du personnel bénévole, de M. Okwa,
et même des jumeaux, qui gambadaient dans des vestes de bébé Stormborn assortis en riant. Un soir, Maya organisa une petite fête de lancement dans la cour du studio. Des lumières de fête scintillantes étaient suspendues au-dessus. Les mannequins portaient ces pièces pendant que les invités se mêlaient, sirotant du vin de palme épicé. Adèle, sa nouvelle alliée, s'approcha de Maya avec un cadeau, un masque tribal et beau pain à la main. Pour la sagesse, dit-elle, les yeux brillants. Maya serra sa mère dans ses bras. Je tire ma force de nos racines, murmura-t-elle. Adèle hocha la tête, la fierté brillant. Plus tard, alors que les invités s'en allaient, Denise ferma la porte du studio. Maya se dirigea vers les machines à coudre, posant doucement sa main sur chacune d'elles. Nous avons parcouru un long chemin, murmura-t-elle. Le bourdonnement des machines semblait être d'accord. Dans l'air chaud de la nuit, Maya regarda la ligne d'horizon Lego, scintillante de possibilités. Ce qui avait commencé comme un croquis sur une serviette de papier battu dans un refuge digne de Dickens se tenait maintenant sur une fondation de passion, de communauté et de justice. Avec sa marque née, tout le monde regardait. Maya Storm n'était pas seulement une designer. Elle était une force de la nature. Un silence s'installa sur le studio un matin tôt alors que Maya emballait les commandes. Kenny et Kiera, maintenant âgés de 18 mois, jouaient tranquillement sur un tapis moelleux au milieu de chutes de tissus et de patrons de couture. Les yeux vifs de Kiera suivaient chaque mouvement. Elle se dirigea vers Maya et demanda, d'une voix curieuse et innocente. « Où est papa ?» Le cœur de Maya se serra. Elle s'abaissa au sol, lissant les petites boucles de Kiera. « Papa, répéta-t-elle doucement, choisissant ses mots avec soin. Il ne pouvait pas supporter à quel point nous devenions forts. Kiera inclina la tête, perplexe. Mais pourquoi? Maya passa une phalange sur la joue de Kiera. Certaines personnes ont peur quand d'autres grandissent trop. Il a décidé qu'il ne voulait pas faire partie de notre famille. Elle expira, la voix ferme même si des larmes menaçaient derrière ses yeux. Kenny, avec ses jambes engelées après avoir couru autour d'une pile de tissus, s'arrêta et enroula son petit bras autour de sa sœur. Mais on a maman, n'est-ce pas? Ses boucles brunes hochèrent la tête. Oui mon bébé, dit Maya, pressant les deux jumeaux dans un câlin. On s'a l'un l'autre. Denise émergea du coin de la garderie, un plateau de EPAP chaud et de pain au miel à la main. Elle offrit des couverts et s'assit à côté de Maya. Tu l'as bien expliqué, dit-elle, la voix douce. Maya sourit, bien que la tristesse vacillât. Je ne veux jamais leur cacher la vérité. Ils méritent l'honnêteté. Elle tint la main de Kiera. Ton père est parti parce qu'il avait peur. Mais il n'est pas ton père maintenant. Tu as quelqu'un qui t'aime, qui te protégera toujours. Kiera fronça les sourcils et attrapa le collier de Maya, un petit pendentif en forme de goutte de pluie. Comme Stormborn, demanda-t-elle, faisant écho au nom de la collection de Maya. Maya hocha la tête. Exactement comme Stormborn. Nous avons survécu à la tempête, et maintenant nous brillons dans la lumière. Elle souleva Kiera sur ses genoux et embrassa son front. Et nous continuerons de briller, peu importe qui part. Kenny se dirigea vers elle et grimpa sur les autres genoux de Maya. Il pointa du doigt une couverture de magazine encadrée sur le mur, Maya et ses jumeaux, le titre lisant « Le triomphe de Stormborn ». C'est nous, maman, dit-il fièrement. Les lèvres de Maya se courbèrent en un doux sourire. Oui, mes amours. C'est nous. Elle ébouriffa les boucles de Kenny. Prenons le petit déjeuner, puis aidons maman à finir les nouvelles créations. On a beaucoup à faire aujourd'hui. Alors que Denise versait du lait chaud dans de petits bols, Maya serra ses enfants contre elle. Bien que le vide de l'absence de Desmond lui pinçât le cœur, Maya ressentit une paix profonde. Elle n'était plus définie par celui qui l'avait laissée sous la pluie. Au lieu de cela, elle était définie par sa résilience, sa communauté et le brillant avenir qu'elle construisait avec Kenny et Kiera à ses côtés. Dans ce moment ensoleillé, ses jumeaux blottis contre elle, le studio bourdonnant doucement. Maya comprit que la vraie force résidait dans l'honnêteté, l'amour et une foi inébranlable. Desmond avait peut-être marché loin, mais Maya avait tout ce dont elle avait besoin pour écrire les prochains chapitres. Un but, une famille, et Stormborn derrière elle. Le soleil du matin filtrait à travers les stores à la mêle du pantouse de Desmond Cole, illuminant les restes éparpillés de son empire autrefois vanté. Il se dirigea en trébuchant vers sa cuisine en verre élégante, se frottant le sommeil des yeux, seulement pour remarquer l'icône de message vocal rouge clignotant sur son téléphone.
Avec une respiration tendue, il l'ouvrit, se préparant au pire. La voix déformée de son principal investisseur, Monsieur Ikondeo, crépita, Desmond, c'est ta dernière chance. Nous avons découvert des fonds mal alloués. Des projections falsifiées. Nous arrêtons tout. La ligne mourut. Le cœur de Desmond battait comme un roulement de tambour pour le désastre. Son application de luxe, autrefois prête à dominer le monde du commerce électronique, avait coulé. Les sponsors se retirèrent en plein contrat. Les journalistes s'agitaient autour des allégations de détournement de fonds. Il s'effondra sur le canapé en dinguerie, l'esprit tourbillonnant, et appela sa petite amie, Tasha Bryant, priant qu'elle offre des mots réconfortants. Au lieu de cela, Tasha répondit d'un ton sec et cassant. J'ai vu les gros titres, D. C'est vrai que ton application a planté parce que tu as brûlé l'argent des investisseurs? Ce qui est vrai, c'est que c'était un revers stratégique, mentit Desmond, la voix basse. J'ai juste besoin de temps pour pivoter. Le rire de Tasha était creux, coupant la tension comme un couteau. Du temps? Nos sponsors communs exigent des réponses, et le conseil d'administration veut que tu partes. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Alors qu'il fixait son téléphone, les messages affluèrent, l'application n'a pas pu être lancée, les utilisateurs indignés par la panne du service, Tasha passe à de meilleurs partenaires. Les médias sociaux se déchaînèrent avec des captures d'écran de Tasha vêtue d'un imperméable Stormborn qu'elle avait autrefois emprunté. Même ma petite amie reste au sec pendant que mon empire se noie, lisait un tweet. Ses paumes transpiraient alors que la honte rivalisait avec son sentiment de perte. Il composa de nouveau le numéro de Tasha, s'il te plaît, on peut s'en sortir. Non. Elle lui coupa la parole. J'ai fini de nettoyer tes dégâts. La ligne coupa. Desmond se renversa en arrière. Incrédule. Un montage de souvenirs flashait, comment il avait laissé Maya James sous la pluie, comment il s'était vanté de sa dépendance, comment il avait utilisé ses créations pour une publicité bon marché. Maintenant, le choc en retour du karma s'abattait. Ses investisseurs le poursuivaient en justice, sa réputation en lambeaux, sa nouvelle petite amie était partie. Il jeta un coup d'œil à une photo encadrée de lui et Tasha sur un toit au coucher du soleil. Visage brouillé, Desmond décrocha de la Tasha affichée au mur. Le verre se brisa. Son reflet, désespéré et vide, le fixait. Cet après-midi-là, Desmond, boitillant, se rendit dans un restaurant à moitié vide pour y rencontrer Monsieur Ikondeo et 2 membres du conseil d'administration. Ils étaient assis derrière une table en acajou poli, leurs expressions illisibles dans la pénombre. Monsieur Ikondeo se racla la gorge. Desmond, votre mauvaise gestion nous a coûté des millions. Le conseil a voté, plus de ressources. Vous êtes viré. Desmond leva le menton, les dents serrées. Je vous en prie, laissez-moi présenter mon prochain concept. Donnez-moi 2 semaines. La seconde membre, Madame Ojibola, secoua la tête. Non, nous n'avons plus confiance. Considérez que ce chapitre est clos. La voix de Desmond se fit un murmure. Je comprends. Il s'inclina de force, se leva et sortit dans l'air humide de Lagos, l'écho de ses pas englouti par le brouhaha de la circulation. Cette nuit-là, il retourna à son Penthouse obscurci, chaque luxe lui semblant désormais étranger. Il se versa un verre de whisky, observant le liquide ambré tourner. Il composa un dernier numéro. Le fixe de sa mère. Quand elle répondit, sa voix tremblait. Desmond. Mon fils. Où étais-tu? J'ai lu les nouvelles. Desmond regarda le verre, son reflet fracturé par la surface du whisky. Il murmura. J'ai échoué, Mama. J'ai tout gâché. La ligne se tut. Il réalisa, à cet instant, le prix total de l'arrogance et de la trahison. Il avait autrefois jeté Maya James dans une tempête. Maintenant, il faisait face à sa propre ruine, sans nulle part où se cacher. La ligne d'horizon de Lagos brillait sous un crépuscule de saphir alors que Maya James engageait sa voiture dans l'allée du voiturier du grand siège d'Essence Magazine. Les caméras crépitèrent alors qu'elle sortait, serrant la petite main de Kenny, tandis que Kiara était perchée sur sa hanche. Les reporters se bousculèrent pour immortaliser son arrivée, Maya James, la femme qui avait transformé la tragédie en triomphe. Une affiche gigantesque surplombait l'entrée, le visage radieux de Maya dans un imperméable de tempête, le titre proclamant, de l'abri à l'horizon, le règne de Maya. À l'intérieur du hall de marbre,
une assistante la guida vers une salle de conférence élégante où un groupe d'éditeurs l'attendait. La rédactrice en chef, Madame Farida Afleyan, se leva pour la saluer. « Maya, nous sommes honorés de vous avoir. Votre histoire a déclenché des conversations mondiales. » Madame Afleyan désigna 2 étagères remplies de magazines arborant les couvertures de Maya. Essence, Vogue et Forbes ont tous demandé les droits de votre histoire. Vous êtes la première designer née à Lagos à faire la couverture des 3 dans le même mois. La poitrine de Maya se gonfla d'un mélange de fierté et d'incrédulité. Elle installa Kenny et Kiara sur un canapé moelleux et s'assit à leur côté. C'est surréaliste, admit-elle, mais ça me rappelle que chaque couture, chaque nuit blanche, en valait la peine pour eux. Une jeune éditrice, Ada, tapota sa tablette. Nous adorerions vous interviewer pour notre reportage de couverture. On peut commencer ? Maya hocha la tête. Un caméraman ajusta les lumières pendant que les photographes préparaient leur flash. Ada appuya sur le bouton d'enregistrement. Maya, vous êtes passée de sans-abri et enceinte à la tête d'une marque internationale. Quelle est la force motrice derrière Stormborn ? Maya prit une inspiration. Mes jumeaux. Chaque croquis que je fais est pour l'héritage que je veux qu'ils reçoivent. La résilience, la dignité et la compassion. Je ne veux jamais qu'ils se sentent impuissants. Elle fit une pause, regardant Kenny, qui faisait un signe à la caméra. Il me rappelle chaque jour pourquoi je me bats. Madame Afleyan ajouta, votre article dans Forbes a mentionné que vous parlerez à la prochaine conférence TED, Stormborn, redéfinir la mode comme activisme. Comment comptez-vous utiliser cette plateforme ? Les yeux de Maya étincelèrent. Je veux défier l'industrie à créer avec empathie, à embaucher dans les foyers, à s'associer avec des artisans des communautés sous-représentées. La mode ne devrait pas se résumer à l'esthétique. Elle devrait catalyser le changement social. Après l'interview, Maya signa des autographes pour les employés qui faisaient la queue pour des selfies. En partant, un journaliste de Forbes l'intercepta. Maya, quand lancez-vous votre série Netflix ? Il sourit. Threaded True Fire serait prévu pour la saison prochaine. Maya haussa les épaules, souriante. Nous finalisons les détails. Ce sera un regard brut et honnête sur le voyage de l'abandon à la défense. Ce soir-là, elle retourna au studio, trouvant Denise en train de guider une nouvelle stagiaire dans des tutoriels de motifs. Monsieur Okwa finalise les plans pour l'expansion à New York, chuchota Denise. Ils appellent ça l'histoire de l'année. Maya installa Kiara dans sa poussette et tint la main de Kenny. C'est plus qu'une histoire, murmura-t-elle. C'est notre réalité. Elle jeta un regard en arrière sur les couvertures encadrées accrochées dans le clubhouse, preuve que la fille jetée à la rue était devenue un phare d'espoir. Tard un soir, dans un Airbnb délabré à des kilomètres de son ancien Penthouse, Desmond Cole était assis à un bureau en bois abîmé. Ses phalanges, autrefois impeccables dans les salles de conseil, semblaient maintenant meurtries et tendues. Les doigts tremblants, il écrivit une lettre à Maya, un acte qui lui semblait être d'avaler des éclats de verre. Maya. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ton pardon. J'ai été cruel, égoïste, et impardonnable. Je t'ai utilisé pour flatter mon ego, je t'ai jeté quand tu avais le plus besoin de moi, et j'ai observé ta vulnérabilité comme un charognard. J'ai lu sur ton succès, Stormborn, les magazines, ton discours TED. Tu as bâti un royaume à partir des ruines où je t'avais laissé. Je suis désolé. Je vois maintenant que tu méritais ma protection, pas mon dédain. Si jamais tu trouves la force dans ton cœur, laisse cette lettre te rappeler que même ceux qui te brisent peuvent apprendre à reconnaître ta grandeur. Avec mes regrets, Desmond Cole. Il plia soigneusement la lettre, la glissant dans une enveloppe adressée à la main à son studio. Mais avant de l'envoyer, il enregistra un message vocal sur la ligne téléphonique du podcast de Maya, Threads of Hope, où elle interviewait de jeunes designers féminines, espérant attirer son attention. Sa voix tremblait alors qu'il parlait. Maya, je suis désolé. Je vois ce que tu as construit, au-delà de ma compréhension. Si jamais tu as besoin de faire la paix, je t'en prie. Il fit une pause, la culpabilité le rongeant. Incapable de finir, il raccrocha. Le lendemain matin, Maya trouva une enveloppe épaisse sur le bureau de la réceptionniste du studio. Ses bébés jumeaux tiraient sur sa jupe alors qu'elle s'agenouillait pour l'ouvrir. Quand elle vit l'écriture de Desmond, son estomac se noua. Elle lut la lettre à haute voix, la voix tremblante. J'ai été cruel. Tu méritais ma protection,
pas mon dédain. Te rappeler que même ceux qui te brisent peuvent apprendre. Sa voix se brisa, et des larmes coulèrent sur ses joues. Diego, son ami de longue date et producteur du podcast, entra dans le studio, l'inquiétude gravée sur son visage. Maya plia la lettre et le regarda. Il veut le pardon. Son ton était froid, mesuré. Pourquoi maintenant, après tout ça? Diego s'installa sur le canapé. Parce que parfois, les gens ne voient leurs erreurs que lorsque tout le reste s'effondre. Il a touché le fond. Il tapota sa montre connectée Templeton. Tu dois décider si tu veux seulement le reconnaître. Maya jeta un coup d'œil à Kenny et Kiara qui jouaient à proximité, leur rire résonnant dans le studio spacieux. Elle prit une lente inspiration. La paix n'est pas une porte devant laquelle j'attends, dit-elle calmement, faisant écho à une phrase de son récent épisode de podcast. C'est une porte que je construis moi-même. Elle regarda Diego. Enregistrons l'épisode d'aujourd'hui. Je veux partager pourquoi le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même, pas à la personne qui nous a blessés. Ils entrèrent dans la cabine d'enregistrement. Maya ajusta son microphone et commença. Bonjour auditeur, j'ai reçu une lettre hier, de quelqu'un qui m'a causé une douleur indicible. Je ne le nommerai pas. Mais sa note contenait des remords et une demande de pardon. J'ai appris que le pardon n'est pas de laisser quelqu'un s'en tirer. C'est de se libérer des chaînes de la colère. Pendant les 15 minutes suivantes, Maya mit son âme à nu, tissant des anecdotes sur ses jumeaux, la rédemption de sa mère, et pourquoi elle avait bâti Stormborn pour élever, et pas seulement décorer. Quand ils pressèrent l'arrêt, des larmes brillaient sur ses joues, mais ses yeux brillaient de paix. Cet après-midi-là, la boîte de réception du studio fut inondée de messages de soutien, « Votre intégrité nous inspire. Le pardon, c'est la liberté. Vous êtes une vraie leader. » Pendant ce temps, Desmond attendait une réponse qui ne vint jamais. Il relut sa lettre, réalisant que le message de Maya était tout aussi puissant sans lui qu'il l'aurait été avec lui. À cet instant, il comprit que la rédemption n'est pas accordée par des excuses. Elle est gagnée par une transformation silencieuse. Des mois plus tard, la première de Traded True Fire eut lieu au prestigieux festival du film de Lagos. Le documentaire relatait le voyage de Maya, depuis la nuit de tempête où Desmond l'avait abandonnée, à travers ses jours au refuge, jusqu'au défilé de mode assourdissant. Il mettait aussi en lumière les histoires d'autres femmes, des laisseurs de refuge qui étaient devenues couturières sous la tutelle de Maya. Derrière la caméra, la co-réalisatrice de Maya, Amina, s'affairait aux dernières retouches. Elle portait un sweat à capuche Stormborn et tenait un clap étiqueté ETF10. Maya, nous le projetons pour la première fois ce soir. Tu es prête? Demanda Amina, l'excitation et la nervosité mêlées dans son ton. Maya redressa le revers de son blazer Stormborn. À ses côtés, Kenny et Kiara grignotaient des mini-brochettes de riz jollof. Souriant, insouciant de la gravité de la soirée, Adèle planait derrière eux, ajustant les minuscules perles de cheveux de Kiara. Tu es sur le point de montrer au monde ce qu'est la résilience, chuchota Adèle, la voix tremblante de fierté. Ils vont pleurer, applaudir et se souvenir de ton nom pour toujours. Au crépuscule, le chapiteau du festival s'illumina, affichant un festival du film de Lagos, Traded True Fire, première mondiale. Le tapis rouge résonna d'applaudissements alors que les caméras cliquaient. Maya descendit les escaliers, les jumeaux à ses côtés, Denise aidant à ajuster le petit manteau Stormborn de Kiara. La foule rugit, les journalistes se bousculèrent pour des citations, et les flashs dansèrent comme des éclairs. À l'intérieur du grand théâtre, un silence feutré, un silence qui semblait sacré. Maya prit place au centre du premier rang. Sur scène, les lumières s'éteignirent. La voix d'Amina grésilla, bienvenue à la première de Traded True Fire, un film sur la survie, l'art et la transformation. La projection s'anima, montrant des images granuleuses des jours de Maya au refuge, Denise épinglant un manteau, Maya dessinant à la lueur des bougies, le jour où elle avait donné naissance à Kenny et Kiara. Des halètements parcoururent le public, mêlés de reniflements. Scène après scène se déroula, le chagrin de Maya sous la tempête, sa première vente à la boutique de Nina, la vidéo de Clapback est virale, le triomphe du défilé. Entremêlés, il y avait des interviews avec 3 femmes du refuge, Denise, Latoya et Mariam, chacune parlant de la manière dont le mentorat de Maya les avait tirés du désespoir. Les larmes de Mariam brillaient alors qu'elle racontait, quand elle m'a offert mon premier salaire, je me suis sentie à nouveau vivante. Je construis mon propre avenir maintenant.
quand la dernière image révéla Maya debout dans son final de la Fashion Week de New York, un manteau Stormborn tournoyant autour d'elle comme un cyclone de confiance, le théâtre éclata en applaudissements. Les joues de Maya rayonnaient, des larmes s'échappant. Elle serra la main de Kenny et murmura « On a réussi ». En coulisses, Maya serra Amina dans ses bras. « Merci d'avoir capturé l'âme de chaque couture. » Amina hocha la tête. « Tu as montré au monde que la mode peut être un vaisseau pour la justice. » Ils se souviendront de ce film pendant des décennies. Dehors, alors que la foule se dispersait dans la nuit, les festivaliers formèrent des files pour serrer la main de Maya, partager leurs propres histoires de triomphe, et la remercier d'avoir éclairé un chemin. En sortant dans l'air chaud de Lagos, elle réalisa que le documentaire n'était pas seulement sur elle. C'était une tapisserie de chaque femme qui avait semé l'espoir à partir de chute. À cet instant, la mission de Maya se cristallisa, s'assurer qu'aucun rêve ne meure dans l'obscurité. Tôt un dimanche matin, Maya invita Adèle à un brunch Igbo traditionnel dans leur maison de famille restaurée sur l'île de Lagos. La maison, autrefois abandonnée après l'éloignement d'Adèle, brillait sous une nouvelle couche de peinture blanche. Des rideaux au motif de labyrinthe vif pendaient aux fenêtres, et la sculpture matriarcale de noix de cola trônait sur une table en acajou sculptée dans le foyer. Adèle s'affairait dans la cuisine, remuant une marmite de ragoût d'oca tout en fredonnant une berceuse ancestrale. Kiera, perché sur un tabouret, remuait un bol d'huile de palme et de graines d'igusi, ricanant lorsque le liquide vif éclaboussait le pagne d'Adèle. La main d'Adèle bougeait avec une grâce exercée alors qu'elle orchestrant mère et petite fille dans une danse d'héritage. Maya, toujours rayonnante de la première du documentaire, enfila une simple robe en imprimé Ankara. Elle regarda depuis l'embrasure de la porte alors qu'Adèle saupoudrait de Lucas, une feuille sauvage utilisée pour les bénédictions, sur la table de fête chargée de plateaux de riz jollof, de brochettes de suya, de bananes plantains frites, et de bols fumant d'oca. Les épices aromatiques tourbillonnaient dans l'air chaud. Kenny, ses boucles rebondissantes, fit irruption dans la pièce, serrant un petit sifflet en bois sculpté. « Maman, papa m'a fait ça à son bureau. » Il souffla dans le sifflet, produisant un cri strident, et courut aux côtés d'Adèle. Adèle le prit dans ses bras, pressant un doux baiser sur son front. « Mon petit-fils, béni par les ancêtres. » Elle tapota la sculpture de noix de cola. « Honorons nos ancêtres avant de manger. » Maya s'approcha de cette table sculptée, s'inclinant respectueusement. Elle versa une libation de vin de palme dans une petite calebasse. « À nos ancêtres, » chuchota-t-elle, la voix riche de gratitude. Elle plaça la calebasse sous la sculpture de noix de cola. Les jumeaux regardaient, fascinés. Adèle brisa ensuite un morceau de noix de cola et l'offrit à Maya. « Mange. Ma fille. Que ton succès soit aussi doux que cette noix. » Maya en prit une bouchée. Son amertume sucrée inonda sa langue. Elle tendit le morceau suivant à Adèle, qui le prit avec respect. « Merci, » dit Adèle, les larmes scintillant. « Tu as guéri cette famille. » Elles se déplacèrent vers la véranda ensoleillée, leurs assiettes débordant de nourriture. Kiera attrapa une cuillère et chercha un igusi. « Grand-mère, raconte-moi une autre histoire, » demanda-t-elle, les yeux grands ouverts. Adèle sourit. « Très bien, mon enfant. » Elle installa Kiera sur ses genoux. Quand ta mère est née, son cri était si puissant qu'il a effrayé les anciens. Ils ont dit qu'elle changerait le monde. Elle regarda Maya, la voix chargée d'émotion. J'en doutais à l'époque, mais je vois que tu l'as fait. Tu as changé le monde, pour moi, pour Kenny et Kiera, et pour chaque femme qui se sentait autrefois perdue. Maya tendit la main à travers la table, prenant celle d'Adèle. Ton acceptation a été ma plus grande bénédiction. Mes enfants connaîtront toujours leurs racines. Elle regarda Kenny, qui tentait de souffler dans le sifflet mais ne produisait que de l'air. Adèle gloussa. Il apprendra, tout comme nous tous. Alors qu'elle savourait le festin, une douce brise ondula à travers les rideaux de dentelle de la véranda. La lignée de génération en génération semblait ininterrompue. Des ancêtres d'Adèle à la résilience de Maya en passant par les futurs lumineux de Kenny et Kiera. À cet instant, Maya comprit que les liens familiaux, autrefois brisés, pouvaient être réparés avec amour, honnêteté et acceptation. Elle résolut de tisser cet héritage dans chaque design Stormborn. Une célébration des racines et du renouveau. Les mois passèrent, et Maya retrouva l'amour sous la forme de Jalan Okoro, un éducateur doux qui donnait des cours sur la durabilité à l'université de Lagos. Jalan, grand, réfléchi, et à la peau foncée avec des yeux bienveillants,
admiraient respectueusement la passion de Maya pour le changement social. Leur premier rendez-vous fut un dîner alimenté par l'énergie solaire sur le toit d'une galerie d'un ami commun. Jalland avait arrangé des bougies alimentées par des batteries réutilisables. Ils parlèrent de rêves, de l'avenir de ses étudiants, de sa vision pour l'autonomisation des femmes à travers la mode, et de la façon dont ils pourraient construire un meilleur Lagos ensemble. Un soir, après une longue journée au studio, Maya se gara dans l'enceinte où vivait Jalland. Un silence s'abattit sur l'allée. Des guirlandes lumineuses pendaient au-dessus, et des lanternes éclairées à la bougie bordaient l'allée menant à la cour. Le souffle de Maya se coupa lorsqu'elle aperçut Jalland debout à côté d'une armoire en chêne sculptée surmontée d'un bouquet vibrant de tournesol jaune, ses préférés. Kenny et Kiera sautillèrent derrière elle, sentant que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Jalland tenait une petite boîte bleue tempête. « Maya, viens te promener avec moi. » Il la conduisit dans la cour éclairée par la lune, où la percussion d'un doux rythme des baux jouait depuis des haut-parleurs cachés. Les jumeaux, serrant la main libre de Jalland, gloussèrent et dansèrent alors qu'ils suivaient. Le cœur de Maya papillonna, l'incertitude et l'excitation entremêlées. Ils s'arrêtèrent à côté d'un muret de pierre. Jalland s'accroupit, tenant un jumeau dans chaque bras. « Maya, commença-t-il, la voix calme, les yeux brillants plus forts que la pleine lune au-dessus. À partir du moment où je t'ai vu vaincre la tristesse avec ton art, j'ai su que tu étais extraordinaire. Tu m'as appris que le vrai pouvoir ne se mesure pas à la richesse, mais à la capacité de soulever les autres. » Il se tourna vers Kenny et Kiera. « Regardez maman. C'est votre héroïne. » Les jumeaux agitèrent la main, puis regardèrent Maya, dont les larmes brillaient. Jalland se leva. Faisant face à Maya, il ouvrit la boîte bleue tempête pour révéler une bague simple mais élégante, un saphir brillant entouré d'un halo de diamants. « Maya, veux-tu m'épouser? Voudras-tu me permettre de me tenir à tes côtés en tant que ton égal, ton partenaire, et ton champion ?» Sa voix trembla de sincérité. Le souffle de Maya se coupa. Elle regarda les jumeaux, leurs yeux écarquillés reflétant l'espoir. Elle regarda Jalland. Il rayonnait d'une dévotion inébranlable. À cet instant, des années de difficultés et de triomphe se télescopèrent. La tempête qu'elle avait survécue, le défilé qu'elle avait conquis, le public de documentaires qu'elle avait ému. Elle s'avança et plaça sa main dans la sienne. « Oui, Jalland, » chuchota-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Oui. » Jalland glissa la bague sur son doigt. Les jumeaux applaudirent. Bientôt, ils enveloppèrent leurs parents dans une étreinte excitée. Jalland souleva chaque jumeau à son tour, les installant sur le muret de pierre. Ils se tinrent la main en cercle, dansant au rythme doux. Alors que la musique enflait, Denise et Adèle apparurent au bord de la cour, incarnant 3 générations d'amour et de résilience. Denise s'écria « Félicitations, Maya !» Adèle hocha la tête, les larmes scintillant. « Ma fille, tu nous as donné de la joie. » Dans la lumière argentée, la famille s'entremêla comme une seule entité. Maya, Jalland, Kenny, Kiera, Denise et Adèle. La tempête du passé de Maya s'était transformée en une promesse de soleil. Alors que la nuit s'épaississait, ils célébrèrent sous les lanternes scintillantes, des rires joyeux résonnant dans la cour, scellant un lien mis à l'épreuve par la tribulation et fortifié par l'espoir. Un matin frais à l'aube, Maya conduisait vers l'ancien refuge pour femmes, maintenant appelé le Dignity Center, où elle avait autrefois dormi, cousue et pleuré. La façade avait été rénovée en bleu tempête et argent. Une nouvelle aile, construite grâce aux dons de Maya, s'étendait vers la cour en gravier, l'Académie des enfants Kenny et Kiera, nommée en l'honneur de ses jumeaux. Des fresques colorées ornaient les murs, des images de femmes cousant des rêves et d'enfants s'épanouissant en futures stars. Maya se gara sous un tamarinier et sortit, portant un panier de fournitures scolaires neuves. Des cahiers, des stylos, des chutes de tissu pour les leçons de couture, et de nouvelles machines à coudre. Denise et Adèle marchaient à ses côtés, s'émerveillant du chemin parcouru par le refuge. Dans la cour, une douzaine de mères et d'enfants accueillirent Maya avec des acclamations. Alors qu'elle s'approchait, la Toya, autrefois sans enfants et démunie, se précipita en avant, les jumeaux dans son sillage. « Mama Maya !» s'exclama la Toya, pressant un bouquet d'orchidées dans les mains de Maya. « Regardez comme nos enfants ont grandi. » Ces 3 enfants, maintenant vêtus d'uniformes scolaires impeccables, se pressèrent autour. « Ma fille vient de remporter le concours d'orthographe de la ville, » rayonna la Toya. « Elle écrit des histoires comme vous. Et mes fils apprennent à coudre, grâce à vous. »
Maya s'agenouilla pour embrasser la Toya, des larmes lui piquant les yeux. Vous m'inspirez, chuchota TL. Vous tous. Elle distribua les fournitures scolaires à plusieurs nouvelles mères, leurs yeux brillants de gratitude. Denise, feuilletant une pile de livres d'histoire, remarqua, tu as construit un avenir pour eux. Maya hocha la tête, accablée mais résolue. À l'intérieur du hall principal, où Maya avait autrefois réparé des manteaux sous des lumières tamisées, se tenait un nouveau laboratoire de couture. Des tables en bois solide, des lampes fluorescentes vives, et des rangées soignées de machines Singer modernes. Une bannière au-dessus lisait « Académie de couture Stormborn ». Autonomiser les femmes, une couture à la fois. Maya passa sa main le long d'une baille vitrée qui donnait sur la cour. Des souvenirs de nuits d'hiver rigoureuses et de parapluies brisés lui revinrent. Mais maintenant, la lumière du soleil entrait à flots, illuminant un espace bourdonnant de bavardage plein d'espoir. Des femmes apprenant des patrons de pointe, ajustant des mannequins et dessinant des croquis sous la direction d'instructrices certifiées. Dans un coin, une jeune femme nommée Mariam, autrefois une résidente timide du refuge, donnait un cours sur l'approvisionnement en textiles durables. Ses élèves collaient ensemble des échantillons de coton biologique et de cuir recyclé. Elle leva les yeux vers Maya et sourit. « Votre générosité a lancé ma carrière, dit-elle. J'ai une bourse pour l'Institut de la mode le semestre prochain. » Félicitations, répondit Maya, la voix chaleureuse. Je savais que tu en étais capable. Elle tapota l'épaule de Mariam, puis se tourna pour trouver la directrice du refuge, Madame Kemi Adeniran, ajustant une plaque. La plaque lisait « Dignity Center, une initiative Stormborn, en l'honneur de toutes les femmes qui cousent l'espoir à partir de chute. » Madame Adeniran serra la main de Maya. « Merci, Maya. Nous prospérons parce que tu as cru en nous. » Maya déglutit avec difficulté. « Non, vous avez cru en vous-même. » J'ai seulement éclairé le chemin, elle se dirigea vers une longue table chargée de rissara et de suya fumant. Des musiciens accordaient leurs instruments pour commencer une performance de célébration. Mère et enfants se rassemblèrent sous des banderoles festives, prêts à honorer Maya. Kemi et Kiera dansaient pieds nus, se faufilant entre les tout-petits qui riaient. Alors que les tambours commençaient, Maya regarda les femmes, autrefois mises de côté, maintenant en train de coudre des futurs à partir de tissus jetés. Son cœur se gonfla. Elle se souvint du jour où elle aussi avait été une mère effrayée dans le besoin. Maintenant, c'était elle qui offrait cette bouée de sauvetage. Elle ferma les yeux, chuchotant, la boucle est bouclée. À chaque battement des tambours, la résilience de ces femmes résonnait en elle. Preuve que la dignité pouvait naître du désespoir et s'épanouir, génération après génération. Les vents de la fin de l'automne hurlaient autour du Lincoln Center alors que Maya James arrivait avec Léa, son ambassadrice de marque. Le chapiteau de la Fashion Week de New York s'illuminait avec la collection Rinto Radiance de Maya Storm. Elle sortit d'un SUV noir dans une mer de flash de paparazzi. Les reporters crièrent « Maya, vos designs sont légendaires, et, qu'est-ce que ça fait de faire la une de la NIF Doub ?» Maya offrit un sourire calme. « C'est surréaliste, c'est pour chaque femme qui a cru en moi. » À l'intérieur du chapiteau caverneux, des mannequins virevoltaient à travers le chaos des coulisses. Des coiffeurs sécurisaient des chignons lisses, des maquilleurs saupoudraient des paillettes sur les pommettes, et des couturières effectuaient des ajustements de dernière minute sur des manteaux brillants avec des broderies Storm réfléchissantes. Désertant le bord du podium, Maya remarqua Monsieur Okwa en train de discuter avec le rédacteur en chef du magazine W. Elle agita la main, et le visage de Monsieur Okwa s'illumina. « Tu es prête ?» demanda-t-il, les yeux chauds de fierté. « Plus que jamais », répondit Maya, lissant le revers de son blazer Stormborn. Léa tendit à Maya un petit verre d'eau minérale. Maya, il nous donne le créneau d'ouverture, le prime time. Les grands noms suivront. Un silence tomba en coulisses alors que la voix du maître de cérémonie résonnait dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour la première de Rinto Radiance de Maya Storm. Les silhouettes des mannequins vacillèrent sous un fond de nuages d'orage et d'éclairs de projection vidéo. La musique, une pièce orchestrale envoûtante, commença à enfler. Le premier mannequin émergea, drapé dans un manteau gris anthracite dont la capuche reflétait une silhouette de tempête en fil irisé. Le public haleta alors que les coutures du manteau, incrustées de micro-LED, s'illuminaient comme des éclairs lointains. Les flashs s'enflammèrent, capturant l'instant pour les fils de médias sociaux du monde entier. Maya regarda depuis les coulisses, les poings serrés,
alors que chaque look s'appuyait sur le précédent, un trench brodé d'argent qui ressemblait au clair de lune sur le trottoir mouillé, un imperméable bleu cobalt avec des épaules sculptées ressemblant à des vagues balayées par le vent, un dernier showstopper, un manteau transparent brodé du mot Radiance, en écriture cursive audacieuse, brillant comme un éclair d'espoir. La foule se leva pour une ovation debout alors que le dernier mannequin passait sous une cascade de gouttes de pluie simulée, grâce à des gicleurs en hauteur synchronisés avec les lumières du podium. Par la suite, alors que les photographes s'alignaient pour l'interviewer, une journaliste de Vogue s'approcha. « Maya, votre intégration de la technologie et de la durabilité est révolutionnaire. Qu'est-ce qui vous a inspiré à fusionner des LEDs avec du tissu ?» Maya sourit, reprenant son souffle. « Je voulais que les gens ressentent la puissance de la tempête, qu'ils voient comment la lumière peut émerger de l'obscurité. Cela symbolise notre résilience collective. » En coulisses, une volée d'étreintes de félicitations s'ensuivit. « Tu as fait des vagues », chuchota Léa, les yeux brillants. « Je savais que tu allais faire ça. » Ce soir-là, après que l'adrénaline se soit dissipée, Maya et Jalan se promenèrent à Central Park. Les lumières de la ville au néon se reflétaient sur les flaques. Jalan prit sa main. « Tu as ce accent aigu extraordinaire, dit-il. Il n'appelle pas ça un moment unique dans une vie pour rien. » Maya posa sa tête sur son épaule. « Ce n'est pas seulement ma réussite, c'est la nôtre. Notre voyage est cousu dans chaque pièce. » Elle regarda en arrière vers l'horizon illuminé. « Rintoul Radiance, notre message va résonner à travers les continents. » La salle de l'Assemblée générale des Nations unies bourdonnait d'anticipation. Des délégués de 193 pays remplissaient les bancs en chêne poli. Des drapeaux ondulaient au-dessus comme une tapisserie mondiale. En coulisses, la sécurité de Maya la guida vers une petite antichambre, où Jalan, Kenny et Kira attendaient, tous vêtus de tenues formelles. Malik, son agent de liaison à l'ONU, entra, un presse-papier à la main. « Maya, vous avez 20 minutes jusqu'à votre discours. Vous êtes prête ?» Maya prit une profonde inspiration. Elle lissa le revers de son blazer bleu marine Stormborn et regarda ses enfants. Kenny rayonnait dans un petit costume, tandis que Kira virevoltait dans une miniature de robe en imprimé Ankara. Jalan redressa sa cravate, offrant un sourire rassurant. « Tu vas les inspirer ?» chuchota Teil. « Ils ont besoin de ta vérité. » Maya hocha la tête. « Je ne parle pas seulement pour moi. Je parle pour chaque femme qui a été abandonnée, sous-estimée ou négligée. » Ils passèrent devant la porte d'un banquier, entrant dans le couloir latéral de la chambre. Un garde de sécurité tapota son oreillette, et un membre du personnel de l'ONU guida Maya vers le podium. La salle se tut. Les caméras s'entraînèrent sur sa silhouette. Alors qu'elle montait sur l'estrade de marbre, Jalan lui fit un pouce levé depuis le premier rang. Elle inhala régulièrement. Le secrétaire général de l'ONU la présenta. « Délégué distingué, veuillez accueillir Madame Maya James, fondatrice et PDG de Maya Storm, designer, activiste et championne de l'autonomisation des femmes. » Des applaudissements parcoururent la chambre. Maya s'avança vers le pupitre. Elle fit une pause, ses yeux balayant l'assemblée. « Délégué honorable, invité distingué, mesdames et messieurs, commença-t-elle. Mon voyage a commencé sous une nuit pluvieuse à Lagos, abandonnée et enceinte de 8 mois. Je me suis tenu dans cette tempête, à la fois littérale et métaphorique, remettant en question ma valeur. Pourtant, de ce moment de désespoir, j'ai découvert que dans chaque femme réside le pouvoir de se relever. J'ai créé Stormborn non seulement pour vêtir des corps, mais pour vêtir les esprits de courage. » Une vague de murmures parcourut le public. Les délégués se penchaient en avant, intrigués. Maya continua, « Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que designer, mais aussi en tant que mère, fille et voix pour ceux qui n'en ont pas. Chez Stormborn, nous embauchons des femmes des refuges, leur enseignons des pratiques de couture durable et partageons les bénéfices pour financer les soins prénataux. Nous collaborons avec des artisans dans les communautés rurales nigérianes, en veillant à ce que leur métier ne soit pas oublié. » Elle cliqua sur une télécommande, un écran au-dessus s'anima, montrant des images de cours d'atelier au Dignity Center. Des femmes cousaient des vestes, rayonnaient en tenant des pièces finies et serraient leurs enfants dans leurs bras. La chambre répondit par une poignée d'applaudissements. La mode n'est pas frivole, la voix de Maya résonna dans le hall caverneux. C'est une plateforme pour changer les paradigmes économiques, pour transformer des vies. Lorsque j'ai lancé Rintoul Radiance à la Fashion Week de New York, ce n'était pas seulement une collection.
C'était une déclaration que la créativité peut être un catalyseur d'équité. Elle fit une pause, la voix plus douce. Mais au-delà des vêtements, je parle au cœur des défis mondiaux. Alors que nous affrontons le changement climatique, la pauvreté et l'inégalité, nous devons nous rappeler que chaque fil de compassion que nous tissons resserre le tissu de l'humanité. Une déléguée des Philippines, les yeux humides, se leva, les larmes brillant. D'autres commencèrent à hocher la tête. L'énergie dans la salle passa de la formalité polie à l'unité passionnée. Maya plaça une main sur son cœur. Je mets au défi cette assemblée. Favoriser des politiques qui autonomisent les artisans marginalisés, investissez dans des technologies de mode durable et développez les opportunités de microfinance pour les femmes entrepreneurs. Elle balaya les visages devant elle, la douceur et l'acier entremêlés dans son regard. Lorsque nous élevons une femme, nous élevons des familles, des communautés et des nations. Alors que Maya concluait, la salle éclata en une ovation debout, les délégués se levant un par un, certains essuyant des larmes, d'autres hochant la tête en accord. Jalon se tenait, applaudissant fièrement. Kiera, perché sur ses genoux, applaudissait avec ses petites mains. Kenny, perché à côté de sa sœur, tapait des petits pieds d'excitation. En coulisses, Maya expira, les épaules détendues. Malik apparut, rayonnant. Tu les as émus. Tu as changé la conversation. Maya pressa sa main sur sa poitrine. C'est pourquoi je suis venu. Si une politique change grâce à mes mots, ça aura eu de l'importance. La lumière du soleil entrait à flot par les baies vitrées du penthouse de Maya et Jalon, un espace élégant et moderne surplombant le lagon de l'Eki. La pièce bourdonnait de préparatifs. Adèle et Denise arrangeaient des orchidées fraîches, et le chef Ishola mettait la touche finale à un déjeuner de célébration pour la famille, les amis et les collègues. L'occasion ? Le premier anniversaire de Maya en tant que PDG de Stormborn Enterprises. Une grande bannière à travers le mur du salon lisait « Félicitations, Maya, un an d'impact mondial ». Dans le coin, Jalon hissait Kenny sur ses épaules. Le garçon insistait pour porter une épingle Stormborn miniature, un emblème de gouttes de pluie bleu cobalt. Kiera titubait à côté de Jalon, serrant une poupée qu'elle avait nommée Radiance. Maya sortit de son bureau à domicile, les poches pleines de mémorandums de son briefing matinal à l'ONU et de mai de la presse de la mode de New York. Elle fit une pause lorsqu'elle vit la scène, 3 générations la célébrant, les rires des jumeaux résonnant comme une mélodie d'espoir. Pendant un instant, le poids de ses réalisations couvertures de magazines, discours TED, discours à l'ONU, documentaire mondial estompa. Ce qui restait était ceci. La famille, l'unité, un élan imparable. Denise s'approcha, essuyant la farine de ses mains. Ta mère et moi avons fait un gâteau, dit-elle, révélant une confection imposante sur le thème Stormborn, un glaçage bleu avec un filet argenté, une minuscule figurine de jumeaux perchée sur le dessus. Le souffle de Maya se coupa. Elle s'agenouilla et serra Denise dans ses bras. Tu m'as tout donné, dit-elle. Adèle émergea en serrant une petite boîte en bois. Elle la tendit à Maya. Ouvre ça après le déjeuner. Maya haussa un sourcil mais hocha la tête. Sa curiosité piquait. Les invités arrivèrent en un flot constant, Amina la co-réalisatrice, vêtue d'une jupe Ankara vibrante, Monsieur Okwa dans un ikbata sur mesure, Léa dans un imperméable élégant Stormborn, Mariam, maintenant étudiante boursière à l'école de mode de Lego, et les anciens étudiants de Jalon, serrant des cartes de remerciement faites à la main. Chacun saluait Maya avec des câlins, des poignées de main et de la gratitude. Jalon se plaça au centre, tapant sur un verre de vin. La pièce se tut. Kenny était perché sur ses épaules. Kiara serrait la main libre de Jalon. La voix profonde de Jalon résonna. Maya, il y a un an, tu te tenais devant l'ONU en tant que pionnière. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement ton succès, mais les graines de changement que tu as plantées. Il se tourna vers les jumeaux. Kenny, Kiara. Un jour, vous porterez cet héritage. Votre mère a ouvert la voie. Il s'agenouilla, offrant la parole à Maya. Maya se leva, les larmes brillant. Merci à tous. Quand j'ai commencé Stormborn, je voulais prouver une chose. Que le fait d'être mis au rebut ne vous rend pas impuissant. Je me tiens ici, entouré de ma famille et de mes amis, parce que nous avons cru en la gentillesse, la dignité et la créativité. Elle fit une pause, regardant les jumeaux. À mes jumeaux bien-aimés, c'est votre héritage. Elle fit un geste vers la bannière.
Le pouvoir et l'argent peuvent changer les paradigmes, mais le but, c'est ce qui nous soutient. Je suis reconnaissante pour chaque défi, chaque chagrin, chaque moment d'inspiration volé. Et je promets de continuer à construire, pour qu'aucune mère ne se sente abandonnée, aucune femme ne se sente réduite au silence. La pièce éclata en applaudissements. Alors qu'il coupait le gâteau élaboré, Kiara tentant de donner un morceau de glaçage à Kenny, Adèle murmura à Maya, « Regarde-nous maintenant. » Maya serra la main de sa mère. « Je vois tout ce que j'ai autrefois craint. » Transfiguré. Après le déjeuner, Maya ouvrit finalement la boîte en bois qu'Adèle lui avait donnée. À l'intérieur se trouvait un morceau de parchemin plié et un petit peigne en ivoire sculpté. Maya déplia le parchemin. C'était un extrait du journal de sa défunte grand-mère, écrit en délicat script Igbo. « À ma petite fille Maya, puisses-tu te souvenir, même quand la tempête fait rage, que ton esprit est incassable. Utilise tes mains pour réparer ce qui est déchiré, ton cœur pour soulever ce qui est brisé, et ta voix pour parler au nom des réduits au silence. Ton héritage n'est pas seulement dans les vêtements, mais dans chaque vie que tu touches avec espoir. » NNES1. Des larmes coulèrent sur les joues de Maya alors qu'elle tenait le peigne, l'héritage de sa grand-mère. Elle passa le peigne dans les boucles de Kiara. « Tu me guides toujours, » chuchota TL. Jallan la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. « L'esprit de ta grand-mère vit en toi. » Maya regarda sa famille, Adèle, Denise, Jallan, Kenny, Kiara, réalisant que son voyage du trottoir trempé par la pluie à ce Pentouse était plus qu'un succès. C'était une tapisserie tissée d'amour, de sacrifice et d'une foi inébranlable. Le monde a peut-être vu Stormborn comme une marque, mais pour Maya, c'était la preuve que la vision d'une femme, nourrie par une communauté, pouvait réécrire le destin. Alors que la lumière du soleil scintillait sur le lagon au-delà, la famille s'étreignit, prête pour le prochain chapitre d'Impact, guidée par la promesse que même des tempêtes les plus sombres, la lumière émerge pour illuminer le monde.